Notre deuxième invité, Bénédicte Makils, bonsoir ou bonjour. Vous êtes chercheuse qualifiée FNRS au sein du laboratoire d'immunologie et vaccinologie à l'UC Liège. Au fond, dites-moi, quand vous étiez petite, vous aviez déjà un petit labo chimique avec microscope ou pas du tout? Vraiment pas du tout. Vous n'étiez pas du tout dans ce domaine? Pas du tout, je pense que je ne le connaissais absolument pas. Et moi, je me suis engagée en médecine vétérinaire avec le rêve un peu naïf d'une enfant qui aime les animaux, qui aime les chevaux. Et ça me paraissait une évidence que j'allais aller soigner les chevaux. Et vous en avez soigné beaucoup? Jamais, parce qu'en fait, assez rapidement, au cours du cursus, j'ai développé une curiosité, une passion vraiment pour la recherche fondamentale. Et donc, j'étais intéressée par la microbiologie, la virologie, l'immunologie. Oui. Et très vite, je me suis détournée des signes cliniques des maladies pour mieux comprendre les mécanismes qui expliquent le développement de ces maladies. Mais pourquoi cette passion pour l'immunologie? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper complexe. Et puis, en fait, on se rend compte que le système immunitaire, il fait partie prenante de tous les processus physiologiques et pathologiques de notre organisme. Et donc, comprendre toutes les voies de développement d'une réponse immunitaire, c'est quelque chose de fascinant. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc, voilà, très tôt, j'ai adoré ces matières fondamentales. Parce que l'immunologie, c'est une sorte, je sais pas moi, un antre fort mystérieux, avec beaucoup plus de questions que de réponses encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui, tout à fait. C'est ça qui vous... Et c'est évidemment ça qui passionne beaucoup de chercheurs en immunologie. Il y a encore tellement à découvrir que voilà, il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Alors, votre thèse, c'était le gamma herpès virus. Et alors, vous avez constaté que ces virus peuvent échapper par d'ingénieuses stratégies au système immunitaire du patient. Et donc, à ce moment-là, provoquer des maladies. Alors, les gamma-herpès virus, donc il y a plusieurs types de gamma-herpès virus. Il y en a chez les animaux, il y en a chez l'homme. Oui. Donc, c'est une sous-famille des herpès virus. Ce sont des virus qui persistent chez leur hôte. Donc, une fois qu'on est infecté, on est infecté pour toute la vie. Ils ne sont pas forcément associés à des maladies. Ils dorment. Ils dorment, ils sont dans un état latent, donc ils ne se répliquent pas et par moments, ils peuvent réactiver, c'est-à-dire se répliquer à nouveau. Ce qui est fascinant avec ces virus-là, c'est que donc, ils persistent tout au long de la vie. Ils échappent à notre système immunitaire. Et donc, chez une personne qui est ce qu'on appelle immunocompétente, donc avec un système immunitaire compétent, même chez cette personne, les virus peuvent persister tout au long de la vie et se transmettre. Et donc, ça veut dire qu'ils ont dû développer des stratégies pour ne pas être détectés. Pour ne pas se faire voir. C'est ça. C'est ça, pour ne pas se faire voir. Oui. Alors, ce virus dont vous parlez, il peut provoquer quelle maladie quand vous n'êtes plus asymptomatique? Alors, chez des patients immunodéprimés, donc lorsqu'il y a des traitements pour diminuer les réponses immunitaires dans le cadre de greffes, par exemple, ou alors quand il y a des co-infections avec le virus du sida. Donc, quand on a une immunodépression importante, alors là, l'équilibre qui existait entre ces gamma-herpès virus et leur hôte est rompu et on peut avoir des maladies lymphoprolifératives, donc certains cancers qui sont dus à ces gamma-herpès virus. Et la maladie qu'ont parfois les adolescents, la mononucléose, ça fait aussi partie de ce virus? Oui, tout à fait. Donc là, on sait que lorsqu'on est infecté plus tard dans la vie, donc il faut savoir que normalement on est infecté par les gamma-herpès virus tôt dans la vie, et c'est une infection qui passe quasiment inaperçue. Plus tard dans la vie, on peut développer ce qu'on appelle la mononucléose infectieuse. Et alors, comment se fait-il que ces virus ne se fassent pas reconnaître par notre immunité? Ça, vous avez compris ou pas? Alors, on n'a évidemment pas compris l'entièreté des processus, parce qu'en fait, ils ont vraiment, au cours de l'évolution avec leur hôte, développé une multitude de stratégies. Et donc, durant ma thèse, on a pu mettre en évidence qu'à leur surface, ils arborent une espèce de bouclier de sucre qui est là pour faire un leurre, donc pour protéger certains épitopes, donc certaines parties du virus, des anticorps de l'hôte. Donc ils ont développé une espèce d'arborescence qui viennent cacher... Un leurre, quoi. Un leurre, c'est ça. Donc c'est pas fait partie, c'est un mécanisme parmi beaucoup d'autres. Moi, ce qui m'a passionné dans votre recherche, c'est que, bon, votre virus, il n'est pas très gentil, il se cache, etc. Mais ce même virus peut booster notre immunité et peut nous protéger de certaines maladies. Ça, c'est quand même extraordinaire pour le lambda que je suis. Ben oui, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Et en fait,
l'initiation de cette question de recherche a débuté suite au fait qu'on se rend compte que ces virus, en fait, coexistent avec leur hôte depuis des millions d'années. Et donc, ça veut dire que si on tolère ces virus, il y a vraisemblablement des avantages sélectifs au fait de coévoluer, d'être affectés par ces agents infectieux. Et donc, on a voulu comprendre quelles étaient les immunomodulations induites par les gamma-herpès virus qui peut-être étaient positives pour l'hôte. Et donc, on a modélisé cette question dans le laboratoire et on s'est aperçu en fait que ces infections pouvaient nous protéger ou protéger l'hôte de certaines maladies comme l'asthme allergique. Et donc, on a pu objectiver en modélisant cette question, donc ce fait-là, et ensuite on a essayé de comprendre par quel mécanisme ces gamma-herpès virus induisent des effets de modulation de notre système immunitaire qui l'orientent de telle façon qu'il nous protège vis-à-vis de la Et alors concrètement, ça pourrait donner des résultats cliniques, mais de manière presque individualisée. Oui, donc l'idée, c'est donc de mettre en évidence les mécanismes à l'origine de ces immunomodulations qui peuvent être parfois positives et dans d'autres contextes négatives. Dans l'idée, si on a cette compréhension fine des mécanismes, de pouvoir reprogrammer des réponses immunitaires qui seraient mal adaptées dans certains contextes. Et donc l'idée n'est pas de lutter ou d'affecter les gens avec ces virus. Il faut savoir déjà qu'on est à 90% infectés par ces virus, mais comprendre les mécanismes à l'origine de ces immunomodulations est intéressant parce qu'alors on peut reprogrammer certaines réponses immunitaires. Et faire une sorte de médecine individuelle. C'est ça, et je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de recherches pour mettre en évidence des signatures immunitaires personnalisées, dans l'idée donc d'avoir une médecine et des thérapies personnalisées. Alors, bon, la recherche, j'imagine, de ce type de recherche, ça se fait à la fois sur des souris et déjà des échantillons humains. Alors, au sein du laboratoire, on essaie de plus en plus d'avoir une approche translationnelle et donc de pouvoir corréler les résultats que l'on observe dans le laboratoire avec des évidences chez l'homme et donc d'associer des signatures que l'on a pu objectiver au laboratoire avec des signatures qu'on retrouve chez l'homme. Donc, à titre d'exemple, on s'intéresse donc toujours à l'affluence des virus dans des pathologies complexes, comme par exemple les inflammations chroniques de l'intestin. Et on essaye de comprendre, donc on voit certaines réponses immunitaires qui peuvent être positives ou d'autres au contraire délétères. Et on essaye de rechercher chez des biopsies et chez des patients humains s'il y a une correspondance dans les signatures immunitaires qu'on a mis en évidence. Alors, bien sûr, vous faites de la recherche fondamentale, mais je ne résiste quand même pas au plaisir de poser une question, alors là, presque de service. Vous qui nagez dans l'immunité, qu'est-ce qui est bon pour notre immunité? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on ne fait peut-être pas? Je pense qu'il faut toujours garder un certain équilibre. En tout cas, je ne pense pas qu'on doit forcément se protéger vis-à-vis de tous les agents infectieux. Donc ça, je trouve que c'est même très important dans l'esprit collectif. Il ne faut pas se laver les mains 4 fois par jour. Non, c'est ça. Et en fait, il faut que nous soyons exposés à toute une série d'agents infectieux et ça contribue à l'éducation de notre système immunitaire. Et donc, dans le cas de la théorie, on appelle la théorie de l'hygiène, on se rend compte que si on n'est pas exposé à cet environnement, à ce microbiome, notre système immunitaire peut être dérégulé. Et donc, on a plus de sensibilité, par exemple, à développer des pathologies allergiques. Donc, je pense que c'est important de ne pas être trop hygiénique. Alors, bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais être vacciné ou qu'il faut rencontrer tous les agents infectieux dans notre vie, mais il faut un équilibre. C'est ça. On ne doit pas vivre avec un excès d'hygiène nécessairement. Les agents infectieux ne sont pas tous pathogènes. Ils contribuent à éduquer notre système immunitaire. Alors, vous êtes, on l'a vu, chercheuse à plein temps. Ma question, je l'ai posée à d'autres chercheuses et chercheurs aussi. Est-ce que vous êtes obligé de passer un peu de temps à trouver de l'argent pour votre recherche et votre équipe, ou bien vous pouvez être à 100% dans votre recherche fondamentale? Je suis obligée de passer beaucoup de temps. C'est-à-dire C'est-à-dire que ça prend une majeure partie du temps. Majeure? Oui, parce qu'en fait, en tout cas en sciences de la vie et dans le domaine de l'immunologie, avec les questions qu'on a choisi d'adresser, on veut recourir à des technologies à la pointe pour lesquelles il faut des gros budgets, pour lesquelles il faut aussi du personnel avec une expertise très pointue. Et donc ça exige d'avoir une équipe avec des techniciens qui ont une expertise, des bioinformaticiens, des doctorants. Et ça coûte cher. Mais tout ça, en fait, tous ces financements sont sur des conventions de recherche. Et donc, ces conventions de recherche, il faut les décrocher. Et il y a beaucoup de temps qui est alloué à l'écriture, mais aussi au management plan, au reporting. Et donc, c'est sûr que chercheur, c'est aussi vraiment
une mini-entreprise pour faire fonctionner son équipe et dégager des budgets. Donc Et 70% du temps? Oui, je pense qu'on peut dire ça, oui. Oui. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'anticipe pas forcément quand on débute une carrière en recherche. Ça fait partie de la fonction. Oui. Alors, vous êtes une chercheuse. Est-ce qu'aujourd'hui, l'égalité des genres et des chances existe dans la recherche à 100%? Il n'y a plus de combat à faire? Non, je ne pense pas que ça existe à 100% et surtout pas en début de carrière parce que pour développer une carrière académique et pour avoir une position permanente au FNRS, donc ça exige quand même un large investissement en termes de charge mentale, en termes de temps. Et ça arrive à une période de la vie où on a aussi l'envie de construire une famille. Et je pense quand même qu'à ce niveau, une femme et un homme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça reste quelque chose de difficile, oui. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, oui. Merci en tout cas d'avoir été mon invité. Vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur les sites de la Libre Belgique, de la DH et de l'Avenir. Très bonne semaine, à mercredi prochain.